Salut et bienvenue à l'atelier. Notre vidéo aujourd'hui est la deuxième vidéo de notre série de vidéos qui porte sur l'introduction des travaux pratiques au tour. Et le projet, c'est le manche du marteau de positionnement. On s'est laissé à la fin de la dernière vidéo, tout de suite après avoir complété un trou de centre numéro 4 dans le deuxième bout du manche. Aujourd'hui, on commence notre vidéo avec le molletage. Bon, ma pièce est à sa longueur finale. Je peux maintenant retirer l'outil de coupe. Je ne veux pas le serrer trop loin, je vais en avoir besoin encore. Et je vais le remplacer avec l'outil de molletage. Et une fois la pièce installée, on pourra ajuster l'angle et la hauteur de l'outil. Et en ce qui a trait à la poupée mobile, je vais retirer mon forêt centré numéro 4, je n'ai plus de besoin. Et ensuite, je vais retirer mon mandrin porte-forêt. Le tout sera remplacé par une contrepointe tournante pour soutenir la pièce lors de l'opération de molletage. Bon, on est presque prêt pour le molletage. Il reste à ajuster l'outil et à positionner notre pièce. Il va falloir que j'expose environ 103 mm, qui est la longueur du molletage, plus un petit peu, puisque cet excédent va être utile pour l'ajustement de l'outil. Et c'est pas grave si le molletage est un peu plus long, puisque l'excédent va être enlevé lors de l'opération de tournage conique. Là, on se rappelle qu'on a tracé cette ligne à 103 mm, mais on va le sortir un petit peu plus que ça. À peu près 130 devrait faire l'affaire. On constate ici que le bout de la pièce est loin du mandrin trois mâchoires et ça veut dire qu'il ne sera pas bien soutenu. Et c'est pour ça qu'on a fait notre trou de centre numéro 4. Mais pourquoi un numéro 4? La force appliquée sur la pièce lors de l'opération de molletage est problématique. Et c'est pour ça qu'on utilise un trou de centre numéro 4. Étant plus gros que le numéro 3, elle résistera mieux à cette force latérale. Je vais également réduire la flexibilité de la pièce en la laissant sortir le moins possible du bout du mandrin. Je veux dire, le molletage, c'est une opération d'impression. Elle va appliquer beaucoup de force sur la pièce. Je ne coupe rien ici, je déforme. L'outil va progresser tout le long du molletage et au centre, mais ça peut devenir très flexible. C'est donc très important que mon installation soit le plus rigide possible. Il est parfois difficile de partir un molletage sur une pièce qui n'est pas concentrique. Si c'est le cas ici, je vais devoir prendre une petite coupe pour que la pièce soit concentrique. On est maintenant prêt à ajuster la hauteur de l'outil. Et pour ça, il va vraiment falloir que je me mette les doigts dedans. Je veux garder tous mes doigts, donc il est très important de s'assurer que l'interrupteur d'urgence soit activé et qu'il soit impossible de partir la machine par inadvertance. Notre molletage est produit par déformation et si on le fait rapidement, il va falloir appliquer beaucoup plus de force. Et puisque notre pièce n'est pas terriblement rigide, on va réduire la force nécessaire en réduisant la vitesse. Je vais commencer par placer ma vitesse de rotation entre 100 et 50 révolutions minute. Dans ce cas-ci, je le place à 90. Si la machine ou la pièce s'avérait être encore moins rigide, je le réduirais encore plus. Sur le tour, la vitesse d'avance et la vitesse de rotation sont liées. Donc, si je réduis la vitesse de rotation, je réduis également la vitesse d'avance par rapport au temps. Je suggère d'utiliser une avance qui se situerait entre 18 et 24 millièmes de pouce par révolution de pièce. J'ai jamais eu beaucoup de succès avec des vitesses d'avance plus ou moins rapides que ça. Dans ce cas-ci, je choisis 20 millièmes de pouce par tour. Attention, pour un sens de rotation anti-horaire, il est préférable ici de se déplacer en avance de la poupée fixe vers la poupée mobile. Et c'est maintenant que ça devient dangereux. On commence par positionner l'outil plus ou moins perpendiculaire à la pièce. Ensuite, on va la déplacer vers l'autre bout, juste pour me donner un peu d'espace pour travailler. Pensez à votre sécurité. L'interrupteur d'urgence doit être activé puisque je vais utiliser mes doigts pour tourner les molettes pour définir le moment précis où il contacte la pièce. On peut maintenant rapprocher l'outil de la pièce pour établir un très léger contact.
Bon, on voit ici la roulette du haut touche, mais la roulette du bas ne touche pas. Et ça veut dire qu'on va devoir soulever l'outil. Mais on est très proche, fait qu'on va le soulever très peu. Je peux maintenant revérifier et je constate que la roulette du haut touche encore. Donc, je soulève de nouveau. Je revérifie et je constate qu'on est très proche. Juste pour être certain ici, je vais soulever l'outil très légèrement et si je vois que ça s'est rempiré, ben, je vais revenir où j'étais. Donc, je vais rebaisser très légèrement. Ce que je veux ici, dans le fond, c'est que les deux roulettes touchent de façon égale. Bon, je suis content avec ça. S'il le faut, on pourra réajuster légèrement lorsqu'on commence le molletage. Je peux maintenant vérifier ma vitesse de rotation. Je vois que c'est raisonnable et je peux vérifier l'avance. Et je constate que l'avance est bonne et que la pièce se dirige dans la bonne direction. Je peux maintenant réajuster l'outil pour qu'elle soit perpendiculaire à la surface de la pièce ou incliner très légèrement dans la direction de l'avance. Il est important que la pièce ne bouge pas pendant le molletage et c'est pour ça que la direction est tellement importante. Mon centre ici est une excellente butée. Donc si je mollette vers le centre, il y a peu de chances que ma pièce bouge. Dans l'autre direction, par contre, je veux dire, ça ne prend pas beaucoup de force pour pousser la pièce dans le mandrin à trois mâchoires. Et en plus, la direction d'avance va me permettre de partir mon molletage dans une zone qui ne fait pas partie du molletage final. Ça, c'est important parce que ça va me donner la possibilité de me reprendre si j'ai des difficultés au point de départ. Parce qu'après tout, le molletage peut être donnant des fois. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Bon, j'ai ici ce que j'appelle une coupe double. Dans ce cas-ci, la roulette du haut coupe une rainure et la roulette du bas coupe deux rainures pour chaque rainure du haut. La vitesse de plongée ou de pénétration de l'outil, la hauteur de l'outil ou la concentricité de la pièce. Une ou une combinaison de ces facteurs peuvent être responsables de ce problème. Je vais commencer avec les problèmes les plus simples à régler. Je vais donc soulever très légèrement l'outil et plonger plus rapidement. Ça a l'air bon, fait qu'on continue. Si vous arrêtez l'opération de molletage pour voir si tout va bien, il est important que la rotation et l'avance arrêtent à peu près en même temps. Sinon, ben, on va tourner sur place et ça va produire un creux. Vous avez peut-être également remarqué que j'utilise un liquide refroidissant, mais ce n'est pas vraiment pour refroidir, c'est plutôt juste pour aider à évacuer des petites particules pour empêcher qu'elles viennent s'incruster dans le molletage. Voilà, un petit coup de brosse et on aura fini. Pour ce genre de travail, j'aime utiliser une canne à lime qui a vu des meilleurs jours. Parce qu'étant un peu plus rigide, je trouve que ça nettoie mieux jusqu'au fond du molletage. Ensuite, on pourra rincer et essuyer avant de se donner une petite tape dans le dos afin de se féliciter pour un travail bien fait. Bon, ça paraît bien ça. Et on constate qu'on a eu un petit peu de difficulté au début ici. Mais puisque on a commencé le molletage avant la ligne tracée, bien je sais que je vais avoir 103 mm de molletage en bonne condition. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque j'ai atteint cette extrémité-ci, je n'ai laissé qu'à peu près un tiers de la largeur de l'outil dépasser le bout de la pièce. Et ça, c'est important parce que je veux éviter d'arrondir complètement le bout de la pièce. Après tout, une pression constante de l'outil sur une surface de plus en plus petite produira un coin qui est complètement arrondi.
Bon, je peux maintenant retirer mon outil de molletage puisque je n'ai plus de besoin. Et ma pièce, elle est déjà installée pour la prochaine opération, qui est une opération de rainurage. J'ai 2 rainures à produire et ils ne sont qu'esthétiques, donc ils n'ont pas besoin d'être très précises. Et pour le rainurage, je vais utiliser un outil de rainurage. On constate en le regardant que cet outil est très mince et délicat et qu'il a à son extrémité un dégagement d'à peu près 8 degrés. Et on va insérer l'outil dans un porte-outils approprié. Attention, il y a plusieurs formes d'outils de rainurage, donc il faut choisir un porte-outils qui est conforme à l'outil qu'on utilise. Il est important que l'outil soit sorti du porte-outils le moins possible. Le plus qu'il est sorti, le plus fragile et flexible qu'il devient. Une fois installé, je vais pouvoir aligner ou positionner l'outil très perpendiculaire à l'axe de rotation de la pièce. Et pour faire ça, on va utiliser la face ou le bout du mandrin à 3 mâchoires. Si j'alignais l'outil pour une opération de tronçonnage, autrement dit une rainure très profonde, je prendrais un comparateur à cadran parce que je voudrais qu'elle soit réellement très perpendiculaire. Mais pour une rainure peu profonde, la technique d'alignement visuel, c'est bon en masse. Je suis maintenant prêt pour régler la hauteur de l'outil. Et pour ça, je vais vouloir que la lèvre tranchante de l'outil soit juste un peu plus basse que le centre de rotation de la pièce. Encore ici, puisque c'est notre première pièce, on va se fier sur la hauteur de la contrepointe pour positionner visuellement la hauteur de l'outil de coupe. Il serait possible de positionner la hauteur de l'outil avec beaucoup plus de précision en utilisant un trusquin à vernier. Par contre, comme j'ai dit, c'est notre premier projet de tournage, alors on commence par prendre des petits pas. Avec cet outil de rainurage et tronçonnage, je vais produire mes 2 rainures. Et ces rainures sont purement esthétiques. Donc, je vais quand même vouloir qu'elles soient positionnées au bon endroit. Et elles sont cotées à partir de ce bout-ci de la pièce. Je n'ai pas tracé les 2 emplacements de rainures parce que je savais que le molletage effacerait les lignes. Et il est impossible de produire les rainures avant le molletage parce que le molletage défoncerait les rainures. Comme j'ai déjà mentionné, ces 2 rainures ne sont pas très précises. Je pourrais donc utiliser mon pied à coulisse comme méthode de positionnement. Ma première rainure se situe à 19 mm de ma surface de référence, qui est ce bout-ci de la pièce. Je fais donc positionner la surface latérale droite de mon outil de coupe à 19 mm du bout de référence de la pièce. Et rappelez-vous, si comme moi vous prenez de l'âge et que votre vue baisse, vous avez le droit d'utiliser une loupe. Une fois positionné, je vais barrer la semelle en place. Là, l'outil de coupe ici est prisonnier de sa rainure. Il n'endurera donc pas aucun mouvement autre que celle du chariot transversal. Comme on peut voir, la pièce sort loin du bout du mandrin à 3 mâchoires. On va donc vouloir le soutenir à l'aide d'une contrepointe. Mais attention, je ne veux pas que la contrepointe pousse la pièce axialement à l'intérieur du mandrin à 3 mâchoires. Donc, si on ne veut pas perdre notre positionnement, à côté la contrepointe, mais poussez pas sur la pièce. Il est important de se rappeler que l'outil à rainurer ici est un outil de forme. Je dois donc tourner lentement, à peu près un quart de la vitesse de rotation calculée pour un outil de tournage normal. Un molletage n'est pas une bonne surface pour mesurer, donc je vais commencer ma coupe en enlevant juste assez pour éliminer le molletage. Ça va me donner une surface fiable duquel je vais pouvoir mesurer pour définir la profondeur de coupe restante pour rejoindre le fond de ma rainure. Il est important de ne pas avancer trop rapidement. Je veux avancer juste assez vite pour lever un beau copeau continu. Je veux pas que ça frotte, mais je veux pas non plus que ça broute. La rainure devrait mesurer 16,5 mm de diamètre. Je mesure ici avec mon pied à coulisse et je constate que je suis à 17,1 mm.
Et puisqu'il me reste beaucoup de matériel à enlever, je vais prendre une deuxième coupe de dégrossissage, en enlevant à peu près la moitié de ce qu'il me reste à enlever. Je vais ensuite remesurer et je constate ici que j'étais à 17 mm et je vais prendre ma dernière coupe de 0,5 mm pour finir la rainure. Mais le tour que j'utilise est un tour impérial qui coupe sur le diamètre. Il me restait donc 20 millièmes de pouce à enlever. J'ai oublié de mentionner que j'avais réglé le collier micrométrique transversal à 0, alors que l'outil était encore au fond de la première rainure. Ça va m'aider avec ma deuxième rainure, parce que pour obtenir ma profondeur finale, je n'aurai qu'à retourner à 0. J'utilise ici la même technique de positionnement que pour la première rainure. Par contre, ici, la rainure est à 38 mm de ma surface de référence. Je peux maintenant retirer l'outil de molletage, je n'ai plus de besoin, et éloigner le poteau porte-outil de la pièce pour que j'ai de la place pour travailler. Je n'utiliserai pas le poteau pour tenir l'outil, je vais utiliser la broche de la poupée mobile. Je peux débarrer et bouger ma poupée mobile, mais je ne veux pas bouger ma pièce. Elle est déjà positionnée pour l'opération de perçage. Je vais vouloir alléger mon trou de 12 mm, mais sur une très courte distance, parce que l'alésage ne sert qu'à produire un diamètre assez précis pour obtenir un assemblage par interférence du bouchon lors de l'assemblage final. Pour le reste du trou de 12 mm, mais il n'y a pas à être si précis que ça. Et je vais laisser le trou au diamètre pré-alésage que j'ai produit, soit environ 4-5% plus petit que le diamètre de l'alésage de 12 mm. Je peux maintenant retirer la poupée mobile pour me donner un peu d'espace pour remplacer la contrepointe par un mandrin porte-forêt, puisque mon forêt de 11,7 mm pré-alésage et l'alésoir qui suivra seront retenus dans ce mandrin porte-forêt. Puisque j'ai déjà un trou de centre numéro 4 qui va aider à guider le forêt au centre de la pièce, mais je peux tout de suite passer au montage de mon forêt de 11,7 mm. Si je règle mon pied à coulisse à 103 mm, parce que la profondeur du trou que je veux ici, c'est 103 mm, mais je peux utiliser ce 103 mm sur le comparateur pour trouver quelque chose sur le forêt qui va être proche de cette distance-là. Dans ce cas-ci, si je regarde, je vois que le bout de la gougure ici est à peu près 6 mm avant le 103 mm. Donc, quand je perce mon trou et j'arrive à ce bout de gougure-là, je vais savoir que c'est le temps de commencer à utiliser mon pied à coulisse pour obtenir le 103 mm précis, en mesurant évidemment le trou jusqu'à son fond. Je vais devoir accélérer les choses pour le perçage. 550 RPM va faire l'affaire. Le trou que je vais produire est profond. Je vais donc utiliser un cycle d'usinage de dégagement de copeaux et du liquide refroidissant. Couper, dégager, couper, dégager, couper, dégager. Ça, c'est le cycle que je vais utiliser. Mais il est important ici d'accélérer le cycle pour réduire le frottement de l'outil à l'intérieur du trou. Je vais donc utiliser la poupée mobile au complet pour retirer et insérer l'outil rapidement. Je vais aussi utiliser un liquide refroidissant. Il est important de remarquer ici que le premier cycle de perçage se fait à une profondeur approximative de 3 fois le diamètre de l'outil ou du forêt et que les cycles subséquents sont progressivement de moins en moins profondes. Autrement dit, le plus que l'outil pénètre la pièce, le moins longtemps qu'il doit rester dans la pièce. C'est tout simplement pour réduire la quantité de frottement entre les copeaux coincés dans les gougures et la paroi du trou qu'on est en train de produire. Vous remarquerez que je refroidis l'outil.
Ça, c'est important parce que je veux pas refroidir les copeaux. Je veux que les copeaux sortent la chaleur du trou en même temps qu'on les extrait du trou. C'est pour ça qu'on bouge rapidement. La pièce comme telle, si on coupe correctement et si on utilise un four en bonne condition, mais ne devrait pas chauffer plus qu'il faut. Bon, on est à 103 mm. On peut donc passer à la prochaine opération. On peut maintenant alaiser le trou avec cet alaisoir de 12 mm à gougure à gauche. Elle a des gougures à gauche, mais elle coupe à droite. Ça veut dire que cet outil va pousser les copeaux vers l'avant de l'outil. Ils ne sont généralement pas utilisés sur des trous borgnes, puisqu'ils poussent les copeaux vers l'avant de l'outil. Mais dans ce cas-ci, ça va aller, puisque j'ai beaucoup d'espace à l'avant de l'outil pour emmagasiner des copeaux. Ça, c'est parce que je pénètre seulement qu'à peu près la moitié de la longueur des gougures de l'outil. Il va falloir que cet outil avance rapidement, puisque cet outil a 6 gougures. Et si je veux maintenir une bonne charge par dedans, bien, il va falloir avancer rapidement. Et ça, c'est difficile. Pour m'aider à avancer assez rapidement, il est généralement recommandé de réduire la vitesse de rotation de la pièce. Je vais donc pouvoir tourner la manivelle de la poupée mobile plus lentement et quand même maintenir une bonne charge par dedans. Autrement dit, il va falloir maintenir une bonne épaisseur de copeaux par dedans. Et ça, c'est important parce que si je ne coupe pas assez vite, l'outil va vibrer et surdimensionner le trou. Et c'est pour cette même raison que je retire l'outil très rapidement. Bon, une autre opération de compléter. Pour finir le trou, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'enlever le bord coupant. Et je vais faire ça avec une fraise en prenant une très légère coupe. Je peux maintenant extraire la pièce du mandrin à 3 mâchoires et le réinsérer dans le mandrin. À part du tournage conique, toutes les opérations qui restent à faire le sont sur ce bout-ci. Pour ce qui est du cône, il sera produit entre pointes et ce sera la toute dernière opération à pratiquer sur cette pièce-ci. Attention, je ne veux pas tenir la pièce par le molletage. J'ai laissé une zone ici intouchée justement pour servir de surface pour fixer la pièce dans le mandrin. La limite sécuritaire pour laisser une pièce sortie du mandrin, c'est à peu près 3 fois son diamètre. Et on est tout proche de ça ici. Pourquoi? Je veux pouvoir effectuer toutes les opérations sur ce bout-ci du manche sans déplacer la pièce dans le mandrin, afin de maintenir une bonne concentricité. Et on verra comment produire le deuxième bout du manche dans notre prochaine vidéo. Donc d'ici là, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.